Bienvenue ici dans cette salle magnifique. On est ravis d'être là. On va passer. Alors je suis Étienne Gernel, je suis le directeur du Point. Vous savez, le vin et le Point, c'est une longue histoire. Quasiment depuis la fondation en 72, on s'est intéressé à cela. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a un site vin, on a 2 journalistes à plein temps qui s'occupent de ça. Évidemment, Jacques Dupont qui est là, qui est la star, mais aussi Olivier Bonpass. Au final, on a autant de gens qui suivent le vin que de gens qui suivent l'UMP. Ça vous donne une idée du sujet, à quel point on prend au sérieux ce sujet-là. C'est une vieille histoire entre nous, c'est une passion, c'est une vocation. Ça fait partie de notre culture. Alors, je voudrais remercier nos partenaires, nos amis, tous ceux qui nous accueillent, la mairie de Dijon, évidemment, la région Bourgogne, Vin et Société, qui est notre partenaire fondateur de Vino Bravo, puisque c'est la 2e édition, hein, l'an dernier c'était à Bordeaux, et le BIVB évidemment qui nous accueille, et puis également nos partenaires médias, France 3, France Bleu, le Bien Public. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette belle salle des États, au nom du maire de Dijon, Alain Milhaud, qui n'a malheureusement pas pu être présent ce matin, et donc qui m'a demandé de le représenter en tant que première adjointe au maire de Dijon. Alors on m'a écrit un petit discours, je vais essayer d'être rapide et brève, mais c'est vrai que la vigne habille Dijon aujourd'hui, et c'est vrai que je suis heureuse au nom de ce premier magistrat, monsieur Alain Milhaud, de vous accueillir donc dans la capitale de la Bourgogne et de vous souhaiter la bienvenue à Dijon, cité internationale de la gastronomie. Et d'ailleurs, à ce titre, notre ministre François Rebsamen, qui va clôturer cette journée, aura des choses justement à ce titre à vous annoncer tout à l'heure. Un scoop? C'est un scoop alors? Vous verrez bien. Il y aura un scoop. Donc il faut rester jusqu'à la fin, voilà. Donc au nom du maire de Dijon, je voudrais aussi saluer la présence d'Étienne Gernel, monsieur le directeur du Point, ainsi que de Jérôme Deschamps, donc parrain de cette édition Vino Bravo. Et puis, il est vrai que, comme le souligne le chroniqueur vin du Point, monsieur Jacques Dupont, que je salue également, cela peut sembler effectivement étrange, voire déraisonnable, que de devoir en France défendre le vin. Alors surtout au lendemain de l'enquête IFOP, qu'on a tous lu hier, qui montre que plus de 90% des Français plébiscitent le vin, et d'ailleurs le conseil pour déstresser les gens, et je pense qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. Donc, comme vous posez la question, a-t-on réellement besoin de réaffirmer qu'il fait partie de notre culture ? Alors c'est vrai qu'ici, en Bourgogne, nous sommes bourguignons, habitants d'une région où le vin est la raison d'être et de vivre, où le vin est une économie et un art, et où le vin prolonge l'histoire et préfigure l'avenir. Ici, en Bourgogne, et ce n'est pas le président Patria qui va me contredire, la nature est généreuse. Le savoir-faire des habitants, le respect des traditions et des bons produits ont largement contribué à ce que notre région demeure un lieu privilégié. Alors, lorsque les héros de Jules Verne, alors c'était juste pour faire une petite anecdote culturelle, mais parviennent aux abords de la Lune, que débouche-t-il pour fêter cet instant? Est-ce que vous le savez? Eh bien, une bouteille de nuit. Et puis, comment ne pas rappeler aussi ces épisodes bien connus de l'histoire de Bourgogne à travers les siècles. Et puis, juste une petite anecdote, il faut savoir que le médecin de Louis XIV, Fagon, rédige une ordonnance qui a prescrit à son patient le vin vieux de Bourgogne comme vin de régime. Et donc, ces effets ont été salutaires, et donc on a laissé le champagne à la cour pour privilégier le Bourgogne. Et puis plus tard aussi, Napoléon n'admet que le chambertin à sa table, suivant les conseils aussi de ses médecins. Et je pense que ça perdure, puisque j'ai vu que dans votre journée, il y a un atelier où justement un docteur, le docteur Riflet, eh bien, prodigue aussi les conseils de consommer avec modération le vin, puisqu'il permet de gagner en espérance de vie. Alors ici en Bourgogne, climat, clos, cru, domaine, terroir, autant de noms qui évoquent la Bourgogne des grands vins. Le système de classification des Bourgognes est une œuvre d'art, mais comme toutes les œuvres d'art, il contient une part de mystère. Sa beauté est un vrai casse-tête. Le Bourgogne, avec plus de 100 appellations différentes, est aussi complexe que le duché du même nom au temps du Téméraire. Alors c'est vrai que la référence
ici majeur n'est pas le domaine, ni la marque ou le cépage, mais le terroir qui, depuis l'origine du vin de Bourgogne, donne à chaque cru son identité historique, réelle et durable. C'est l'attachement indéfectible, intangible à la réalité du terroir qui fait la grandeur des vins de Bourgogne. Partout se dessine en France et en Europe un retour à une viticulture respectueuse de l'environnement et des pratiques. Et donc, non, le vin de terroir n'est pas mort et il n'est donc pas nécessaire d'insister sur l'importance de la vigne et du vin en Bourgogne, aussi bien économiquement, culturellement, humainement, au sens le plus large du terme. Le vin et la vigne ont profondément marqué notre région. Et donc, à ce titre, je voudrais, au nom du maire et de l'ensemble du conseil municipal, rendre hommage aux efforts déployés par tous les Bourguignons, donc les vignerons, les viticulteurs, par tous ces hommes et ces femmes de la vigne et du vin, en passant aussi par la confrérie du tas de vin, du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, à toutes ces initiatives comme la Paulée de Meursault, maintenant celle de Dijon, on a célébré la deuxième il y a maintenant un petit mois, la Saint-Vincent, et puis le test vinage qui feront ensuite école un peu partout en France. Alors aussi, la tradition d'excellence de notre région, c'est aussi la présence de nombreuses entreprises agroalimentaires. Et d'ailleurs, je salue aussi la présence de mon collègue Didier Martin qui va intervenir, je pense, qui est délégué au Grand Dijon sur le développement économique et donc qui se défend aussi pour le développement sur notre territoire de toutes les entreprises agroalimentaires. Il y a aussi, il faut souligner, la qualité du pôle universitaire de Dijon avec l'Institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot, de ses centres de recherche, l'INRA, l'ENSBANA, l'ENSAD, le Centre européen du goût, tous les lycées professionnels et j'en passe. Et puis je voudrais aussi associer au nom de la ville de Dijon la Bibliothèque nationale de France pour son fonds culinaire. Donc c'est vrai que pour conclure, parce que je sais que vous avez une journée chargée, mais le nom de Dijon n'est guère attaché au vin et à la vigne, mais je voudrais rappeler quand même que j'ai parlé de la bibliothèque municipale, et bien que l'ancienneté de la vigne à Dijon a été signalée et remonte au VIe siècle. C'est Grégoire de Tours qui a signalé donc cette présence de vignes. Et donc je fais un saut jusqu'à maintenant pour vous dire que récemment, le Grand Dijon a racheté le domaine viticole de l'Acra et planté 8 hectares de vignes. Et donc à ce titre, le Grand Dijon vient de conforter son statut de ville viticole tout en garantissant la préservation d'un espace naturel exceptionnel aux portes de la ville. Et je pense que ça fait aussi l'objet d'un de vos ateliers, la préservation aussi de l'espace naturel au niveau de l'urbanisme. Donc pour conclure, la Bourgogne n'offre qu'une goutte de bon vin à l'océan des produits de la vigne. Sur quelques 350 bouteilles produites sur la planète, à peine une seule est bourguignonne. C'est encore trop peu. Mais quelle bouteille de proue qui contesterait au Montrachet, à la Romanée Conti, chère à Aubert de Vilaine, qui interviendra aussi dans la journée, l'étalon universel d'excellence. Et à l'échelle mondiale, si d'autres vignobles sont au moins moins anciens, aucun ne peut rivaliser avec la renommée des vins de Bourgogne. Et donc, je voudrais dire que l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO apporterait une reconnaissance internationale de la valeur de ce territoire où s'est écrite une des plus belles et fécondes pages de l'histoire de l'humanité. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, riche de débats. J'ai vu que lors de vos ateliers, beaucoup de questions sont posées. Si Bacchus était une femme, ou alors la question boire ou courir, faut-il choisir? C'est l'ancienne sportive que je suis, m'intéresse. Alors je ne sais pas si vous apporterez des réponses à toutes les questions, mais vous connaissez la locution latine « in vino veritas ». Je vous remercie. Merci beaucoup. François Patria. Bien, c'est à vous. Monsieur le directeur, merci Nathalie qui a évoqué toutes les facettes et tous les talents de la Bourgogne. Que me reste-t-il? Peut-être, quand on parle du vin, il faut faire preuve à la fois d'humilité et puis aussi un peu d'humour. Et j'ai coutume souvent à citer un de mes maîtres en politique, dont je ne partageais pas toutes les idées bien entendu, mais qui était, comme vous allez avoir beaucoup d'interventions dans la journée, qui citait souvent la parole du curé de Meursault qui, quand les matins, goûtait son premier blanc, dans la burette, le humait, le grumait, le goûtait et disait « Cale-toi bien petit, tu vas regarder passer la procession ». Et je trouvais que c'était, comme vous allez avoir beaucoup de discours et beaucoup d'interventions
bien plus brillante que celle que je ne pourrais prononcer ici. D'abord, remercier Le Point. Parce que dans mon smartphone, quand je consulte le site du Point à longueur de journée, dans le train, dans l'hémicycle parfois et ailleurs, il y a une déclinaison vin. Et je ne manque pas de regarder tous les jours, bravo à vous, la déclinaison vin sur les marchés, les difficultés, les grands vins et tout. Parce que quand je dis que devant le vin, il faut faire preuve d'humilité, d'abord, moi j'en fais à côté de tous les amis que je suis heureux de retrouver ici, de longue date, qui travaillent, qui parlent, qui font en sorte que les vins de Bourgogne soient non seulement promus, défendus, mais aussi magnifiés. Et je voudrais les remercier tous ici. Vous savez, quand on est un homme politique, il faut faire preuve d'humilité devant le vin, parce que quand vous faites le tour du monde, et vous le faites tous, Romanée Conti, Romanée Sans-Vivant, Volnay, Gevrey, Chambertin sont bien plus connus que tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques de notre pays qui croient souvent que leur renommée va au-delà des frontières, mais on est beaucoup moins connus. Et notre meilleur ambassadeur, notre meilleur atout politique, eh bien, c'est le vin. Quand vous rencontrez aujourd'hui des interlocuteurs asiatiques, et non des moindres, des investisseurs, vous avez vu qu'aujourd'hui l'actualité c'est encore sur l'aéroport de Toulouse, eh bien, la première chose qu'ils vous disent, quand ils viennent chez nous, notre entrée, c'est d'abord le vin. Ensuite, c'est le patrimoine. Le business, ça viendra derrière. Alors moi, je me dis que si on peut vraiment promouvoir notre pays, favoriser les investissements, développer, retrouver de la croissance économique, on a un ambassadeur extraordinaire, c'est le vin. Et pourtant, heureusement qu'il y a des colloques, des structures, heureusement qu'il y a Vin et Société, heureusement qu'il y a beaucoup de retours, au-delà des professionnels, bien entendu. Le président de la CNAO qui est là, je le salue. Parce que, avec le vin, la veille doit être permanente. Parce que, paradoxalement, nous sommes dans un pays schizophrène, où nous redevenons cette année premier producteur de vin, nous avons inventé les AOC, et malgré tout, il y a dans notre territoire des gens qui s'expriment à pas dénigrer, mais à faire en sorte que le vin ne soit pas une vertu, mais un péché. Alors ça se décline de beaucoup de façons. Je n'oublie pas que la Bourgogne, et ça c'est le président momentané de la Bourgogne, qui s'exprime, la Bourgogne c'est d'abord et avant tout une terre spirituelle. Vézelay, Cluny, La Charité, Fontenay, j'en passe et d'autres, y compris aujourd'hui d'ailleurs dans le Charolais, le temple d'Émile Bouddha. La Bourgogne c'est une terre spirituelle, et cette spiritualité, elle la doit bien sûr à des grands prêcheurs, mais surtout aussi autour avec la vigne. La vigne habille la France, c'est votre slogan aujourd'hui. La vigne habille la France, c'est bien le sujet de nos climats de Bourgogne. Et là, il y a une unité extraordinaire. Chaque réunion autour des climats draine non seulement les professionnels ou les gens du vin, mais elle draine un nombre incalculable de participants qui sont bourguignons, français, européens, mondiaux, qui viennent pour dire que les climats de Bourgogne, qui n'étaient pas une entité, a priori, facile à défendre. Défendre les climats, c'est pas quelque chose qu'on découvre comme ça. Moi, quand je bois du vin, et j'en bois, eh bien, je bois du territoire. Je bois du territoire. Et quand je bois du vin, d'où il soit, quand je bois du Condrieu, je sais, je peux parler ici de Condrieu, mais je peux parler de Bordeaux, je peux parler de tous les vins que j'aime bien, et que je sais aujourd'hui qui font la gloire de notre pays. Mais moi, je bois du territoire. Quand je bois du Pic Saint-Loup, et je bois du Pic Saint-Loup aussi, eh bien, je le dis en Bourgogne ici, ben moi j'imagine entre l'Ortus et le Pic Saint-Loup, le territoire que je connais, les gens qui sont dessus. Donc c'est une affaire de société. Et je voudrais conclure en disant qu'il y a aujourd'hui des menaces. Nous avons en tout cas des soucis rémanents. Les soucis internationaux, aujourd'hui les soucis européens. La libéralisation des droits de plantation contre lesquels nous sommes battus parce que nous voulons une croissance pondérée, mesurée de notre vignoble qui ne fasse pas perdre demain avec des menaces. Vous savez, IGP, AOP, AOC, et puis les vins de pays, et puis aujourd'hui les vins sans appellation. Nous voulons garder, ce n'est pas tant notre notoriété que nous voulons garder, plutôt que notre qualité. La qualité est l'exception. L'exception qui fait aujourd'hui cela. Il y a l'AECAN. Alors l'AECAN, gros sujet, vous allez sans doute en parler aujourd'hui, la protection des appellations, point wine, point vin, sur lesquels Axel Lemaire, que nous avons rencontré
à la CNOC il y a quelques jours, travaille, et le ministre de l'Agriculture, je verrai tout à l'heure Stéphane Le Foll qui vient en Bourgogne pour parler des fonds européens, et autour de la vigne, bien entendu, le fonds européen aussi, et je le rappellerai. Et puis nous avons chez nous, après, les problèmes franco-français, hein, entre nous. Je ne reviens pas sur des lois qui, moi, à titre personnel même, créent quelques difficultés. 20 ans après, ou 30 ans après, tout le monde s'en souvient encore. 25 ans. Mais aujourd'hui, je l'ai dit hier au Sénat, quand je vois que les hygiénistes de tous bords, les intégristes de tous bords, pensent aujourd'hui que nous allons dans la loi santé, et c'est un projet que nous prenons en amont, hein. Hier soir on en a débattu au Sénat dans le budget de l'agriculture, demain, vous savez, les pastilles vertes, jaunes, oranges, rouges, c'est-à-dire que demain, nous risquons de nous trouver avec, sur le miel, sur le fromage, la France, le fromage aussi, le vin, sur le vin, une pastille rouge pour montrer que la consommation peut être nuisible à la santé. Heureusement, ici en Bourgogne, nous avons des cardiologues, des médecins, des spécialistes, et non des moindres, que Nathalie connaît, qui aujourd'hui, sur vin et santé, argumentent, non pas seulement autour du resveratrol, mais autour de toutes les vertus que le vin peut avoir pour la santé. Mais il est entré quand même dans l'esprit que demain, il faudrait qu'on marque au fer rouge un produit comme le vin. J'imagine, et je me dis, enfin, nos voisins, que disent-ils? Ils disent, mais vous avez un produit extraordinaire et chez vous, vous-même, vous trouvez encore le moyen de faire en sorte de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir communiquer, de dire que ça pourrait être dangereux pour la santé. Je pense qu'on est un pays qui marche un peu sur la tête. On a la tête et à chaque fois, c'est le débat rémanent. Dernier exemple, deux exemples, et je conclue. Emmanuel Giboulot a été relaxé, c'est quand même des menaces sanitaires qui payent la vie. La maladie du bois, la flavescence dorée aujourd'hui sont des menaces réelles. Alors là, pour ce qui habille la France aujourd'hui, donc j'entends bien que la part du bio, de la biodynamie, que la part du bio va être grandissante dans demain la production de vin en territoire, mais nous avons un certain nombre de règles à respecter parce que si on me dit demain qu'il y a des moyens bio de lutter contre la cicadelle et d'autres dangers, je veux bien, mais attention à ce que nous soyons raisonnables et qu'il n'y ait pas un engouement autour de causes qui pourraient parfois être un peu difficiles. Il y a ces maladies-là. Donc il y a aussi les problèmes sanitaires. Voilà. Mais nous avons, Bourgogne, Nathalie l'a rappelé, des projets structurants. La Cité de la gastronomie à Dijon, la Maison des vins dans la Côte de Beaune. Ici, il y avait là une chaire UNESCO avec STV qui fonctionne bien. Des projets structurants qui font que la Bourgogne va, j'espère, faire parler d'elle en bien en magnifiant ce produit extraordinaire et qui nous réunit aujourd'hui, qu'est le vin de Bourgogne. Je vous remercie. Bravo. Alors, j'ai une question pour vous deux, puisque nous avons deux élus ici. C'est un sujet politique, le vin. Ça devient un sujet politique. Jacques écrit très souvent que le vin, c'est 500 000 emplois en France, et si tu me corriges si je me trompe, que c'est le deuxième poste d'exportation juste après l'aéronautique. Comment est-ce que vous expliquez l'un et l'autre qu'on ait autant de mal en Bourgogne? C'est peut-être un peu plus facile parce que c'est très ancré, on voit bien que vous en parlez tous les deux avec cœur, avec les tripes si je puis dire. Comment vous expliquez qu'en France, on a autant de mal à défendre cette cause au niveau national, au niveau politique? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un paradoxe curieux pour un pays dont c'est la culture et l'histoire. Bien. Les agressions, elles sont multiples. D'abord, il y a la fiscalité. Et puis, on pense toujours, vous savez, dès qu'au Sénat, et hier, je me suis battu pour le contravendange hier soir, pour faire comprendre quand même que si on veut normaliser, moraliser, garder des vendangeurs, ne pas mettre la machine à vendanger partout, faire en sorte que les emplois déplacés ne soient pas ceux qui viennent demain, mais qu'il y a des gens pour qui les vendanges est une passion. Pour défendre le contravendange hier soir, il y avait une unité absolue. On le voit bien, on voit bien que les hommes politiques issus des territoires viticoles, il n'y a pas de problème entre eux. Mais tout le monde ne l'est pas. Et vous n'avez pas oublié aujourd'hui que les parlementaires, avec la proportionnelle, tout ça, sont devenus de plus en plus citadins. Ils sont hors du vin. Il y avait même un article dans la presse hier ou avant-hier qui disait « Pourquoi nos présidents ne boivent pas de vin ?»
Hein, vous savez, il y en a eu, hein, on l'a vu. Bon, donc, il y a une unité, mais malgré tout, la grandeur du vin n'est pas représentative démographiquement par les hommes politiques. Hein. On n'est pas majoritaire. Le groupe vin à l'Assemblée, c'est sans doute, avec le groupe chasse, le groupe le plus nombreux de parlementaires, mais il n'empêche que globalement, nous sommes minoritaires. Donc il y a les menaces fiscales, il y a aussi le fait que nous vivons dans une société de plus en plus janséniste, hein, où bien-être, santé sont confondus aujourd'hui avec restrictions, prévention, et où on voudrait alerter, vous savez, on alerte les gens sur les dangers de tout. Donc c'est cette montée quand même dans la société. Vous avez au niveau parisien, au niveau politique, des gens dont l'influence est croissante dans les ministères, notamment à la santé, est croissante. Et on vous dit tous les jours que le vin est responsable de... J'ai eu un débat à Public Sénat récemment, le vin est responsable de 28 000 morts ou 40 000 morts en France. Combien ? Combien ? 49 000. Et j'avais quelqu'un en face qui me disait ça, mais 49 000 morts en France. Je dis, écoutez, l'alcoolisme, non, l'alcoolisme c'est 49 000. Et donc comme la moitié de l'alcool qui est bu en France, c'est le vin, donc vous êtes responsable de 25 000 morts avec le vin. J'ai dit, madame, c'est très bien, moi demain je vais accueillir des hôtes chinois qui viennent pour goûter le vin en France, je vais leur dire, écoutez, touchez pas à ça, ça nous tue 24 000 personnes chez nous. C'est insensé de raisonner comme ça, parce que c'est pas le vin en soi qui est responsable, c'est la déviation de l'utilisation du produit qui est faite. Mais il reste que nous avons, et c'est vrai que la presse, heureusement que le point est là, la presse, les médias globalement, tendent à encourager aujourd'hui ceux qui veulent instaurer une forme de blocage autour du vin. Nathalie Conner, c'est dessus. Oui, bah, je rejoins un peu le président Patria. Je pense que c'est d'une façon globale, on est dans une société qui est de plus en plus aseptisée, où les personnes, d'une façon générale, n'acceptent plus le risque zéro, où on veut tout réglementer, légaliser par le principe de précaution. Donc le vin, mais pas que, fait partie, est une des victimes de cette surréglementation qui fait qu'on est obligé maintenant pour les bouchons, ça a été dit sur la fiscalité, il y a plein de choses qui du coup font diminuer l'essence même du produit. Après moi je reste quand même optimiste parce que je pense que justement les personnes sont en train de se rendre compte qu'une société avec le risque zéro n'existe pas, et dans un contexte de mondialisation, eh bien, les gens sont plutôt en train de se rapprocher et de se réunir autour de leur terroir. On parlait de leur territoire et on le voit à Dijon, en Bourgogne, où de plus en plus de personnes se regroupent autour de clubs de vin parce qu'on s'aperçoit que le vin, c'est pas que de l'alcool. D'ailleurs, moi, je le dis, quand je bois, avant, je buvais de l'alcool. Maintenant, depuis en Bourgogne, je bois du vin. Je fais la distinction. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que le vin, il y a le bien-être, c'est prouvé physiologiquement, mais il y a aussi tout cet esprit de se retrouver autour du vin, de discuter en famille. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt optimiste et je pense que les gens ont besoin de ça, et donc ça laisse présager un bel avenir. Oui. Est-ce que je peux dire une anecdote ? Il y a quelques semaines est décédé un avocat célèbre en Bourgogne, Hubert de Montilly. Il est décédé à table en buvant un pommard rugien 99. Il avait plus de 85 ans. Et quelle plus belle mort aurait-il pu souhaiter ? Mais, vous savez, les Français sont comme ça. Ils veulent bien mourir en faisant de la course automobile, de la moto, du skateboard, du parapente, tout ce qu'on veut, mais jamais en mangeant. C'est comme ça. Jamais en mangeant. Ni jamais à l'hôpital non plus. Jamais à l'hôpital non plus. Donc, il faut qu'on sorte un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et quand j'entendais hier, en arrivant dans l'hémicycle, collaborateur du ministre dire « Tiens, voilà l'épinardier », croyez-moi, je l'ai reprise avec un peu de violence. Voilà, merci. Merci beaucoup.